Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans Zigzag Café. Je vous rappelle que Zigzag Café, cette semaine, est à cheval, au fond, entre le Valais et la Colombie, pour d'excellentes raisons. Des raisons humanitaires, des raisons d'engagement. Et puis, vous le verrez, c'est un peu toute l'Amérique latine et l'Amérique du Nord, d'ailleurs, qu'on a un peu invité aujourd'hui. Les réponses à ce que je suis en train de vous dire dans un instant. Alex, vous nous présentez nos invités ? Oui, on commence à les connaître. Christian Michelot, c'est lui qui a créé la fondation Moi pour toi. Et Moi pour toi, on en a parlé hier, on en reparlera tout à l'heure. C'est un lien direct dans les deux sens, d'ailleurs, avec la Colombie et les enfants. À côté de Christian Michelot, Marlise Morard et son mari, et Pierre-Alain, ce sont actuellement les deux responsables de la ferme école et je dirais de la fondation Moi pour toi en Colombie, à Pereira. Et puis avec nous, Serge et Nicole Rotli, eux, on ne les présente pas trop parce qu'on a quand même passé une semaine ensemble, que ça a été une semaine tout à fait extraordinaire, n'est-ce pas Alex? Nous étions déjà là tous les deux. Bon, lui, en plus, il va dans le terrain, ce qui est quand même un avantage. C'est rappelé quand même un exploit qui a commencé le 2 janvier 1995, qui s'est terminé le 4 décembre 1997, qui a consisté à courir 24 115 km, d'où à où? D'Ushuaia à Fairbanks, en Alaska. Voilà, voilà, c'est ça, c'est Terre de Feu, Alaska. Même au passage, vous avez rencontré Alex. On l'a rencontré quelques fois, oui. Entre deux ours. Entre deux ours. Entre deux ours. Bon, c'est évidemment qu'on est tout à fait heureux de vous retrouver parce que c'est vrai que cette aventure, on l'a vécue avec vous. On l'a même vécu beaucoup avec les téléspectateurs. Il faut rappeler qu'on s'est tous mobilisés pendant cette semaine, de telle sorte qu'il y a eu un appui financier supplémentaire à destination d'enfants d'Amérique latine. Donc on était tout à fait dans la bonne histoire. Moi, j'aimerais peut-être qu'Alex, vous nous rappeliez avec un peu plus de détails le fameux exploit qu'ils ont fait tous les deux, l'un courant, l'autre avec le scooter. La dernière fois où je les avais vus sur la terre d'Europe, c'était à Savièse. Ils s'entraînaient au bord d'un étang. Il y avait du brouillard, de la neige. Et ensuite, parfois, ils sont partis pour Ushuaia, la terre de feu. Et d'Ushuaia, ils ont commencé à remonter. Nicole d'abord avec Serge bien sûr courant. Nicole avec dans un premier temps une mobilette, une pétrolette et une petite remorque. Dans un premier temps, pardon, un vélo. Et puis le vélo renversé par une voiture. Petit accident, pas trop de gravité. Première moto ou première mobilette. Deuxième à partir de Mexico, sauf erreur. Et puis, nous sommes... D'abord, on s'est suivis, on s'est téléphoné pendant tout ce temps-là. Et je les ai retrouvés dans un premier temps au Canada, dans l'ouest du Canada, en Colombie-Britannique. Et puis, j'étais bien sûr avec quelques autres amis à l'arrivée à Fairbanks le 4 décembre de l'année dernière. Il faisait froid, c'était un temps de Noël, quoi. C'était un temps de Noël. Puis enfin, il fait froid quand même en Alaska, surtout en hiver. Je vous propose d'ailleurs qu'on trouve ces derniers kilomètres avec, pour commencer, une interview. C'était vos derniers mots avant de franchir le ruban. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est un grand jour pour Serge et moi. Et j'espère que tout se passera bien. Et je suis très heureuse que tout le monde soit là pour nous. Je ne sais pas si c'est un grand jour, c'est encore trop tôt, il fait nuit et puis il fait surtout très froid et je crois que Nicole et moi on va essayer surtout de se concentrer aujourd'hui entre tous les amis, vous êtes là, vous nous faites le plaisir d'être là sur la ligne d'arrivée dans quelques heures d'ici et je crois que pour Nicole et nous le plus important c'est de rester concentré, de ne pas se casser la gueule avec le scooter et surtout de ne pas se tordre une cheville ou n'importe et le dernier jour. Oui, il faut d'ailleurs dire que les autorités de Fairbanks avaient très peur que justement ce soit dans ces derniers kilomètres qu'il y ait un pépin, ce qui va expliquer, rappelez-vous, les voitures de police qui vous attendaient, qui vous escortaient. C'était extraordinaire. En fait, j'avais une voiture de police derrière, une voiture de police devant et j'ai quand même réalisé ce jour-là que c'est la seule fois que la police était là pour m'ouvrir la route et pas là pour me la fermer. Mais d'abord, il y a eu cette séquence où vous êtes découvert dans le journal. Ah, joli. Ah, c'est le journal. Là, vous êtes dans la voiture, mais c'est juste pour vous réchauffer. Hein. Exactement. Ça peut prêter en confusion. C'est pas le nouvelisme. Voilà, donc après cette halte, bien sûr, la voiture n'est qu'un abri, pas question de faire un seul mètre en voiture, ni même par un quelconque autre moyen de locomotion que la course. Et puis ces derniers kilomètres, il reste 2 à 3, voilà, Fairbanks, 3 kilomètres, enfin c'est des miles. Là, vous vous sentez comment? On se sentait très froid, il faisait moins 32 ce jour-là. Et puis, c'est très confus, on n'arrive pas à se concentrer, les émotions sur la dernière ligne, on le fait les jours avant, et quand on arrive, on arrive, quoi. Je dois dire, le premier réflexe, c'est comme celui du guide de montagne que je suis, quand on est au sommet d'une montagne, c'est vite redescendre en sécurité ou se mettre au chaud, et là, c'est peut-être se mettre au chaud. Alors voilà l'arrivée, et tout de suite, après le franchissement du ruban, deuxième interview.
Enfin, le temps de se couvrir tout de même. Ma première impression, c'est que je suis très ému et j'ai de la peine à parler. Mais je suis assez impressionné de Nicole. De fait, je réalise combien on était un bon team sur la route et je crois que ça, c'est très important. Et je sais qu'on ne changera pas le monde avec ce qu'on a fait ici. Mais je pense très sincèrement que ce qu'on a essayé de faire pour les enfants, c'est important. Et... Voilà, la photo de famille et l'exploit est terminé. Alors après la course, après la renommée hein, dans les médias et tout ça, est-ce qu'on forme toujours un bon team, Nicole? Ben, honnêtement, je crois qu'avec ça, j'en ai vécu la plus belle vie du monde, aussi au niveau du couple. Mais je dois quand même vous avouer que le retour n'a pas été facile au niveau du couple. Il y a eu beaucoup de tempêtes, beaucoup d'amour, mais c'est vrai que c'est dur de revenir dans la société. Et ma première impression, Serge était un homme invisible. Il avait des rendez-vous sur rendez-vous, il était tout le temps au téléphone. Et je me suis trouvé un peu abandonnée. Et c'est vrai que ça a été très dur de se retrouver avec Serge. Ouais, alors honnêtement, maintenant, ça va beaucoup mieux. Mais pour retrouver nos repères aussi au niveau du couple, pourquoi? Parce qu'on est rentré un peu dans la routine. Bien sûr. Puis pendant 3 ans, quand même, vous étiez restés totalement inséparables. Totalement inséparables. Non, exactement. et puis il faut dire que Nicole avait pris l'habitude qu'il y ait un homme qui lui court après. Puis depuis qu'on est rentré, c'était un peu moins. Ce qu'on peut dire, c'est qu'évidemment, maintenant, il reste une trace écrite aussi de cet exploit. Un ouvrage qui est apparu aux éditions La Sarine. J'aime bien le titre, Court toujours. C'est un peu ce que vous lui disiez ces temps-ci. Exactement. Disons que le titre est venu banalement un jour. Ouais. J'en avais tellement ras-le-bol. J'ai dit, Serge, vu que c'est quelqu'un qui parle beaucoup, alors on aurait pu dire parle toujours. Et là, un jour, je lui ai dit court toujours. Et c'est comme ça que c'est venu le titre du livre. Parce que c'était pas facile de trouver un titre du livre. Après, c'était vous devant et lui derrière, quoi, si j'ai bien compris. Hein. Si on veut. Un petit peu d'une certaine manière. Un petit peu d'une certaine Au manière. cas où, on a une fondation pour filles abandonnées. Hein. Alors, il y a une autre chose qui est importante, c'est que depuis que vous êtes rentrés, il y a eu beaucoup, alors c'est peut-être une des explications, mais je crois que vous êtes aussi ensemble, il y a eu beaucoup de conférences. Je crois que c'est l'immense plaisir et c'est ce qui, 2 choses, nous permettent de rentrer dans un pays merveilleux comme la Suisse, parce qu'il faut quand même être réaliste, on est né du bon côté du monde et ça on l'oublie pas. Et je crois que le juste retour des choses, c'est de le partager avec un maximum de monde. Alors je dis toujours, j'ai 2 métiers, hein, je suis vendeur de rêves et d'une belle histoire, par le biais des conférences et du livre, et l'autre je suis guide de montagne qui m'a permis de me resituer sur l'écorce terrestre qu'est la Suisse, quoi. Alors que vous avez souvent des jeunes dans votre assistance, notamment dans les écoles. Quel est le message que vous essayez de leur faire passer? Alors dans les écoles, on adore aller en fait. Et d'abord, on essaye de bien faire comme on a fait le reste. On essaye de communiquer un maximum avec les gens qui sont en face de nous et avec les écoliers. Alors j'ai un réel plaisir parce que je commence par semer la zizanie en leur disant que moi, je n'aimais pas aller à l'école à l'époque. Et puis que c'est cool aujourd'hui, un conférencier, on n'aura pas les maths ou l'allemand ou quelque chose. Alors bon... ça sème un peu la pagaille, puis après je reprends ce dialogue en expliquant qu'au fond je me suis rendu compte au travers de ma vie, et surtout en Amérique latine pendant les 2 premières années, la chance et le privilège d'avoir été obligé d'être allé à l'école ou d'avoir eu un minimum de scolarité, d'instruction et un robinet d'eau pour pouvoir se laver. Et je crois que cette richesse-là, on l'oublie un petit peu quand on parle du riche et du pauvre. Et d'avoir un minimum d'école et un minimum d'hygiène permet de faire certains choix qu'on peut faire quand on est né du bon côté du monde. Alors, et qu'en étant né suivant où, on n'a pas forcément ce choix-là, parce qu'il n'y a pas le minimum. Une belle trace avec un beau livre. Un livre bien conçu, qui fait de belle part à des photos, mais pas seulement. Hein, il y a vraiment le fruit de l'expérience à l'intérieur. J'espère que tout le monde dise la même chose que vous. On a essayé de bien faire, on a essayé de mettre un livre avec nos sentiments et nos tripes. En fait, on n'a pas essayé de se prendre la tête, on a essayé de raconter ce qu'on a vécu, quoi. D'accord, Nicole? Vous l'avez trouvé beau, ce livre aussi? Écoutez, c'est toujours dire de se lancer des fleurs. Pour moi, c'est un aboutissement, c'est le rêve qui est concret maintenant. Et... Bon, alors, une des réponses aux questions que vous posiez tout à l'heure, c'est-à-dire de retrouver un peu votre homme, ce serait peut-être de repartir à la course. Hein. J'imagine qu'il y a des projets, peut-être qu'il ne faut pas en parler aujourd'hui. Vous êtes prête à repartir aussi? Honnêtement, je ne dis pas aujourd'hui, mais après-demain. Ça veut tout dire ma philosophie. Alors écoutez, il se trouve que nous allons vous garder bien sûr, et nous allons parler de la Colombie. Il se trouve que vous connaissez naturellement, parce que eux, travaillant avec des jeunes... démunis en Colombie, vous
traversant pas de course avec le scooter, vous vous êtes rencontrés, vous vous êtes arrêtés dans leur ferme. Moi, j'aimerais bien que Alex nous raconte une histoire qui m'a paru extraordinaire. C'est la réaction des enfants quand ils vous ont vu, alors, quand ils vous ont on peut reçu. peut-être tout de même voir, parce qu'il y a eu bien sûr un photographe, on peut peut-être voir en même temps quelques-unes des photos de cette rencontre, c'est-à-dire de l'arrivée à Pereira. Et puis, voilà, vous êtes là à la Fondation qui vous souhaite la bienvenue. Non, mais l'histoire, c'est qu'en fait, d'après ce qui m'a été raconté, si c'est faux, vous me... Mais je ne crois pas que ce soit faux. C'est qu'en réalité, quand les gosses qui sont finalement très cartésiens là-bas, qui savent ce que c'est que la difficulté, qui savent que si eux doivent courir, c'est parce qu'ils ne peuvent pas monter dans un autobus, qu'ils n'ont pas d'argent, quand ils ont vu d'où vous arriviez à pied, d'après ce qui m'a été dit, ils se sont proposés de faire une collecte pour que vous puissiez repartir en bus. Voilà. Véritable? C'est très juste. Il leur avait fait de la peine. C'est la deuxième fois que j'entends ce message dit sous une autre forme, parce qu'au Pérou, une dame m'a dit exactement la même chose. Vous devez certainement être très très pauvre pour être obligé de voyager à pied. Pourquoi est-ce que vous prenez pas les bus? Les bus sont pas chers dans mon pays. Et c'est la deuxième fois que j'entends le même message dit par les enfants de Alors, une question quand même, parce que lorsque vous êtes rentrés, on s'est vu, ça a été vraiment une belle semaine, mais moi j'avais le sentiment que d'abord il y avait ce retour qui était difficile, et puis peut-être le regard des autres qui disent « ouais, mais enfin, qu'est-ce que c'est que d'avoir couru 3 ans, etc. » Est-ce qu'aujourd'hui on reconnaît votre valeur? Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes plus intégré? Bonne question, on ne s'est pas posé la question si on est plus intégré ou pas, parce que je ne sais pas si on fait tout pour vraiment rentrer quelque part. Mais je crois que les gens ont pris conscience qu'on avait une belle histoire et qu'on s'était bien donné de la peine et qu'on avait une certaine ténacité dans une idée, quoi. On aime ou on n'aime pas, mais en tout cas, il y a le respect de la chose faite, ça c'est clair. D'accord. Alors on va revenir à ces enfants, puis moi je trouve que ces enfants, ils ont beaucoup d'humour. Marlène, vous allez nous raconter, parce qu'en arrivant, elle m'a dit « j'ai une histoire à raconter, parce que c'est une belle histoire, qui est un peu liée à la corruption, mais qui est tellement drôle que je crois que vous pourriez nous la raconter, non ?» On accompagne des jeunes entre 8 et 10 ans, des enfants, pour des matchs sportifs, des matchs les de vôtres, foot, hein. Les nôtres donc. Et puis ça se fait le week-end, le samedi ou le dimanche après-midi. Vous les conduisez en voiture? On les conduit normalement en voiture, et puis une fois la situation s'est présentée différemment, donc on leur a donné l'argent du bus pour se rendre en ville. Et puis là, ils sont tout simplement montés par la porte arrière, et puis ils ont gardé l'argent du bus, ils sont arrivés en ville et ils ont acheté l'arbitre. Donc ils ont gagné la partie. Donc c'est pas qu'à Marseille que ça se passe. Allez savoir même, paraît-il, du côté du CIO. Moi, je trouve cette histoire absolument extraordinaire. Bon, vous allez rester avec nous, hein, vous pourrez réagir tout à l'heure sur tout ce qui va être dit. Mais présentez-nous... Raquel Bernal. La chanteuse qui est là. Raquel Oui. Bernal, oui, c'est une... Si vous voulez bien la présenter. Oui. Raquel Bernal, qui est une chanteuse colombienne qui est née une deuxième fois. Elle est née une deuxième fois le 7 janvier, jour de son anniversaire, en Suisse, en 1993. C'est le jour de son arrivée. Et elle me racontait tout à l'heure qu'elle est arrivée ici sans savoir la langue et tout, sans connaître les coutumes du pays. Donc elle a dû apprendre à parler, apprendre à manger. Et ça fait maintenant quelques années qu'on se connaît. C'est quelqu'un qui a beaucoup de choses à apporter. Elle est auteur, compositeur, interprète, et elle va nous chanter une petite chanson qu'elle va présenter. Tu peux présenter la chanson si tu veux. Merci beaucoup. Alors, je vais présenter une chanson parce que c'est l'époque de Noël, c'est l'époque des droits de l'homme et c'est l'époque de Moi pour toi. C'est pour ça que j'ai fait ce mélange avec cette chanson qui parle des enfants, une chanson traditionnelle de la région de notre Pacifique colombien, mais aussi c'est la symbologie que j'ai fait au niveau des enfants de la rue qui sont partis vers la rue à l'inconnu. Ça s'appelle ¿Dónde está mi niño? Où est mon enfant? ¿Dónde está mi niño que en el portal no aparece? ¿Qué va a aparecer si anda caminando? ¿Dónde está mi niño que en el portal no aparece? ¿Qué va a aparecer si anda caminando?
se anda caminando, se anda caminando, niñito bonito, se anda caminando. María, barre tu casa que tu hijo apareció. ¿Qué va a aparecer? Se anda caminando, se anda caminando, se anda caminando. Niñito bonito, se anda caminando. ¿Qué va a aparecer? Se anda caminando. El niño de Florentina volviendo a casa se me perdió. ¿Qué va a aparecer? Se anda caminando. El niño de Florentina volviendo a casa se le perdió. ¿Qué va a aparecer? Se anda caminando. Se anda caminando. Se anda caminando. Niñito bonito, se anda caminando. ¿Qué va a aparecer? Se anda caminando. María, barre tu casa que tu hijo apareció. ¿Qué va a aparecer? Se anda caminando. María, barre tu casa que tu hijo apareció. ¿Qué va a aparecer? Se anda caminando, se anda caminando, se anda caminando. Niñito bonito, se anda caminando. ¿Qué va a aparecer? Se anda caminando. Anda, avisa a tu comadre, anda, avisale que vine yo. ¿Qué va a aparecer? Se anda caminando. ¿Qué va a aparecer? Se anda caminando. Se anda caminando. Se anda caminando. Niñito bonito, se anda caminando. ¿Dónde está mi niño que en el portal no aparece? ¿Qué va a aparecer? Se anda caminando, se anda caminando, se anda caminando. Niñito bonito, se anda caminando. ¿Qué va a aparecer? Se anda caminando. Muchas gracias. Bon, on va faire un peu connaissance avec Marlise et Pierre-Alain, puisque vous êtes, on rappelle, vous êtes en Colombie depuis combien d'années? Depuis 6 ans maintenant. Depuis 6 ans. Quelle est au fond votre formation à vous, qu'est-ce que vous faisiez avant? Je suis employée de commerce, donc pas du tout de formation sociale. Et Pierre-Alain? Puis moi, je suis menuisier de métier. Bon, il y a un jour où vous vous dites, on va s'engager pour s'occuper d'enfants en Colombie. Ça ne vient pas tout seul, il y a bien une raison, il y a bien un regard, il y a bien une rencontre. C'était un vieux rêve. Donc, nous avions déjà voyagé en Amérique centrale et en Amérique du Sud, avec toujours le regard sur les enfants. Donc, ce sont les enfants qui nous ont appelés à la base. La culture, la musique, tout ça, ça vient par la suite, mais plutôt les enfants, et les enfants de la rue en particulier. Et là, si je peux me permettre, par rapport à la chanson de Raquel Bernal, l'époque de Noël, c'est l'époque difficile pour les enfants de la rue. Donc, il y a, je ne sais pas si ce sont les commerçants, les autorités. C'est l'époque où les enfants disparaissent, où les enfants de la rue savent qu'ils doivent se cacher. Et je trouve très symbolique l'enfant qui marche et qui n'apparaît pas à la maison. Et pourquoi est-ce qu'il doit se cacher? Pourquoi est-ce qu'il doit disparaître à Noël particulièrement? À Noël en particulier, parce que c'est l'époque des Lumières, tout est très, très mercantile, tout le monde sort sa marchandise, et un enfant dans la rue sale peut paraître agressif, et puis il tâche un petit peu quelque part, il tâche la ville. Ça peut faire fuir le client, quoi. Absolument, oui. Pour revenir à leur histoire, il faut quand même dire qu'ils sont partis en voyage de noces
en Colombie. Comme ils voulaient faire un long voyage de noces, ils se sont engagés pour une année en disant ben, ça va bien, oui, un voyage de noces une année, tout le monde ne peut pas se permettre. Vous avez entendu, il ne faut pas rentrer, hein, ils nous ont dit tout à l'heure. Parce que si on rentre quelquefois, ça ne se passe pas si bien. Rappelez-nous quel est exactement votre travail sur place. Donc là, on se charge de l'administration de 3 foyers, une ferme où vivent 40 enfants, donc 20 garçons, 20 filles, et puis 2 foyers pour adolescents, des jeunes filles adolescentes dans le quartier de Providencia et les jeunes hommes adolescents dans le quartier de Corrales. On s'occupait à la base d'une équipe éducative qui est composée de 20 personnes, 22 avec nous, et puis une septantaine d'enfants au total, plus tous les enfants et toutes les familles qu'on accompagne à l'extérieur. Pierre-Alain, les enfants restent combien de temps dans votre lieu? Ben, cela dépend, disons, de l'enfant lui-même. Parce que la fondation, c'est une fondation à porte ouverte. Ce qui veut Absolument, dire que l'enfant peut rester 1 année, 2 ans, peut partir après 1 mois, peut partir Quand après vous un dites jour. portes ouvertes, c'est très important parce qu'en fait, ce sont des enfants souvent seuls et leur seule richesse, c'est la liberté. Donc, vous leur laissez la possibilité de rester ou de sortir, c'est ça? On peut dire à peu près les choses comme ça? C'est même plus que ça. Il y a beaucoup de respect par rapport à l'arrivée d'un enfant. D'abord, on lui donne la bienvenue. Si c'est un enfant qui a une expérience de vie profonde avec la rue, on ne lui enlève pas tout de suite sa couverture, on ne lui coupe pas les cheveux, on lui laisse le temps de faire le choix de s'adapter, de faire le choix de cette vie. Et c'est vrai que les portes sont toujours ouvertes à la Fondation, dans les 2 sens, la porte du cœur et les portes de la Fondation. Donc l'enfant est libre, il est à la Fondation par sa propre volonté, parce qu'il a le désir d'aller de l'avant. Vous voulez ajouter quelque chose? Il parle d'un même cœur, hein, c'est extraordinaire. Exactement. Ouais, c'est bien. Mais peut-être juste une chose encore, quand même, que vous pourriez nous dire, vous, il y a des difficultés avec les adolescents, c'est vous qui devez les régler, il y a peut-être des moments un petit peu plus difficiles, où c'est toujours calme et détendu, et vous aurez la peine de nous faire croire ça. Non, c'est Noël. Les trêves de Noël. Non, le problème des adolescents est, je dirais, très difficile en ce moment, du fait que souvent ils arrivent très tard à la Fondation. Sans aucune scolarité, donc sans aucune norme, absolument, et puis avec un équipage très très lourd. Donc ça veut dire que pour eux, acheter une paire de chaussures ou négocier une arme, c'est pratiquement la même chose. Et puis souvent, ils ne font pas la différence entre la vie dans la rue et puis la vie institutionnelle. Oui, il y a des enfants plus jeunes, des enfants avec d'autres expériences de vie. Donc c'est pas toujours facile à gérer. Il faut savoir intervenir parfois, je suppose. Oui, oui, tout à fait. Non, c'est vrai que c'est pas toujours facile. Bon, je veux dire, on fait le maximum pour essayer de les mettre sur le bon chemin, sur le rail. Allez, on va vous voir un peu sur le terrain, Alex. Hein. Oui, parce qu'on parle des enfants de la rue, mais en fait, certains arrivent chez vous, même sans passer par la rue, c'est-à-dire qu'ils quittent leur village parce que dans le village, il n'y a plus d'argent, où il y a eu la mort violente d'une maman, il y a plus d'argent, il y a la guérilla aussi. Et alors, ils arrivent, et après un certain temps, tout de même, ils sont curieux, ou je dirais plutôt, vous êtes curieux de savoir d'où ils viennent, et vous souhaitez qu'au moins se rétablisse un minimum de contact avec ces enfants. Et si vous voulez bien, nous partons maintenant entre les 2 cordillères, du côté de Pereira, dans les montagnes, direction de Mistrato, puisque c'est de là que vient un enfant qui s'appelle Wilson. On a déjà vu son visage à 1 ou 2 reprises hier, puisque c'est cet enfant qu'on va voir dans la voiture qui a de grosses lunettes de myope. Il est adorable, il marche bien à l'école, il a envie de gagner, mais son histoire originelle n'est pas une histoire particulièrement facile. Alors voilà Mistrato. C'est bien sûr un endroit où les caïds de la drogue d'une part et la guérilla sont présents, en tout cas la guérilla la nuit, mais c'est aussi sur ces ânes du café. Et puis là, vous avez trouvé l'inspecteur, l'inspectrice qui s'occupe des enfants perdus et vous avez essayé de savoir où pouvait bien se trouver le papa de Wilson. L'inspecteur dit que le papa de Wilson est très instable, qu'il est resté quelque temps au village et puis que maintenant il est reparti dans une ferme pour le travail, qu'on le rencontrerait plutôt en fin de semaine. Et puis il n'y a pas de nouvelles de son petit frère qui était pratiquement dans la rue ici à Mistrato. Donc on peut essayer de chercher de ce côté-là. Et que pense Wilson de tout ça? Il est plutôt silencieux, ouais.
C'est dommage. Voilà, la prochaine étape, c'est une école qu'on nous a indiquée, une école où l'une des sœurs de Wilson a été scolarisée pendant quelques jours. Voici les rues, voici le quotidien de Misrato. Et l'école, c'est une école dans une rue où, comme dans beaucoup de rues, on fait sécher du café. C'est, je vous l'ai dit, la production locale. Voici l'école. Ici, toujours, vous avez vu qu'il y a des barreaux. Ce n'est pas pour empêcher les enfants de partir, c'est plutôt pour les protéger de l'extérieur. Wilson n'entre pas, il observe ce qui se passe, il observe, il tente de savoir quels renseignements vous allez trouver. Et lorsque vous revenez, vous avez quelques renseignements, mais pas particulièrement encourageants. Tu sais où c'est? Moi, je connais, plus ou moins jusqu'à habiter. Au jardin d'enfants, on nous a donné des informations sur le petit frère de Wilson, John Jairo. Il est dans un foyer communautaire de bien-estar familial et apparemment une autre famille se chargerait de l'autre frère de Wilson Duvernay, celui qui était dans la rue ici, et celui qu'on cherche en fait. Et le papa? Le papa nous donne toujours les mêmes informations, qu'il est dans une ferme mais très éloignée du village. Alors, bien sûr, il sera possible d'aller en direction de ce foyer du bien-estar, mais on va encore tenter d'avoir des nouvelles sur le lieu où pourrait se trouver le papa. Je rappelle que la maman est morte dans des conditions violentes, dans des conditions qui doivent avoir perturbé longuement Wilson. Donc on essaie là de se renseigner à propos du papa qui parfois descend au village, mais on ne l'a pas vu, les enfants ne l'ont pas vu, personne ne le connaît vraiment, il n'est pas particulièrement connu, il faut le dire. Alors on repart, et on repart non pas à dos de mulet bien sûr, on va repartir en voiture dans la banlieue, si on peut parler de banlieue de Misrato. Vous allez regarder à gauche de ces enfants, il va y avoir une petite maison, toute petite maison blanche. Eh bien c'est dans cette maison que toute la famille a habité, une seule pièce, 7 ou 8 personnes qui habitaient, qui ont dû abandonner tout simplement parce qu'ils n'avaient pas les moyens de la payer. C'est la dernière fois qu'on a vu le papa de Wilson dans cette petite maison. Alors, voici le foyer du bien-estar, du bien-être social. Et bien sûr, Wilson espère retrouver là l'un de ses petits frères. Notre éruption fait que certains enfants se cachent, ils ont peur. Et puis petit à petit, on fait connaissance. Et voilà le petit frère. Il y a 5 ans dit-il. 5. Résultat apparemment mitigé, on a retrouvé en tout et pour tout un petit frère. Oui, en effet, on a retrouvé John Jairo avec qui Wilson a eu très peu de contact jusqu'à maintenant. Et puis à John Jairo, on s'est rendu compte qu'on lui avait changé son nom. Les informations qu'on avait, c'était qu'il s'appelait Luis Hannibal, et puis maintenant il a été rebaptisé John Jairo. Et puis on nous a donné beaucoup d'informations contradictoires sur les autres membres de la famille. Donc le père, je crois qu'on a peu de chance de le trouver aujourd'hui, et même dans notre prochaine visite. Anna, la sœur de Wilson, est partie dans un autre village. Ce sont des gens qui sont très instables, qui vivent au jour le jour, donc chaque fois tout est à recommencer. Et Wilson, comment vit-il cette recherche? Soulagé, peut-être parce qu'on n'a pas trouvé ce qu'on attendait. Et puis ça remet à une prochaine fois, ça veut dire que ça lui laisse le temps aussi d'y penser, de se préparer. Oui, là, quelques explications quand même, parce que qu'est-ce que vous cherchiez au fond avec lui? D'une part, retrouver naturellement les frères et sœurs, peut-être rencontrer le père, mais à partir de là, est-ce que vous pouviez changer l'ordre des choses? C'est-à-dire que la Fondation se veut garante des droits de l'enfant. Et un des principaux droits, à notre avis, est le droit à une identité. Donc Wilson, le cas de Wilson est assez particulier. On sait qu'il s'appelle Wilson Hoyos. On ne sait pas quand il est né, quel âge il a. Donc quand il est remis aux services sociaux, on lui donne tout simplement un deuxième nom, on lui donne un âge. Et puis Wilson aurait voulu savoir où était son père, que s'était-il passé véritablement avec sa mère. Mais on sent que l'inquiétude, en tout cas, qui transparaît à la fois dans les propos que vous tenez et dans le regard qu'il a, c'est de se dire mais si jamais on me retrouve une famille, peut-être que je vais devoir quitter l'endroit où je suis, non? Est-ce que ça ne peut pas lui traverser l'esprit?
Oui, mais bon, les enfants sont conscients de leur réalité. La Fondation Moi pour Toi ne sera jamais le contexte naturel de l'enfant. Et d'ailleurs, c'est pas notre but de garder un enfant le plus longtemps possible. Au contraire, c'est de faire des recherches, d'essayer de responsabiliser les familles. Nous savons que c'est ambitieux, mais nous pensons que c'est le seul moyen d'arriver à que les enfants soient des agents de changement véritable pour la société colombienne. Pierre-Alain Rau, vous êtes journaliste dans le même journal, hein, c'est des... Non, vous n'êtes pas dans le même journal. Seigneur. Seigneur. Alors expliquez où vous êtes journaliste. Christian est journaliste au Nouvelliste. Moi, je le suis à Rhône FM, ce qui était antérieurement Radio Rhône. Et c'est au titre de journaliste de Radio Rhône que j'ai connu la Fondation Moi pour Toi, parce que j'ai fait à peu près le même job qu'a fait Alex. d'Alex. Hein. Voilà. Bon. Racontez-nous un peu les impressions que vous avez ressenties, vous, lors de ce voyage, à la rencontre de ces enfants, en découvrant le travail qui se faisait sur place. D'abord, il y a la Colombie à découvrir. On entre dans la Colombie, on se plonge dans la Colombie, elle vous chope, et puis vous êtes prisonnier. Puis après, vous avez ce décor un peu spécial de cette misère, et ces enfants qui tout à coup sont heureux. Pourquoi ? Parce qu'on les a recueillis. Ils ont retrouvé là simplement l'affection qu'ils n'avaient plus. Et Alex a eu certainement des exemples fantastiques. Moi, j'en ai qu'un seul. Un petit gars qui me demande de lui acheter des mandarines. Et une mandarine, et puis je demande combien ça coûte le kilo de mandarine. 2 kilos, ça faisait 50 centimes suisses. Je lui achète 2 kilos. Alors, il prend ses mandarines, me dit merci, et va vers ses petits copains. Distribue une mandarine à chacun, revient, il lui en restait 2. Il en prend une pour lui, m'en donne une. Alors, je dis non, garde-la pour toi. Allez, il me regarde, et puis avec des yeux, et puis il me dit « Tu es mi papa ». Bien sûr qu'il n'en avait plus depuis longtemps. Et puis le soir, je lui refuse un sneaker, alors il me lâche la main et il part sniffer la colle avec ses petits copains de misère. C'est ça, c'est chaud, c'est brûlant, c'est froid, ça fait mal. C'est la Colombie, je crois que... On peut pas... Hier, j'entendais, je crois que c'était Claude Albazini qui disait on se blinde. C'est sûr qu'il faut se blinder devant certaines choses. Mais je crois que devant la réalité des choses, on ne peut pas se blinder. Ou alors, on est insensible. À vous, Alex. Oui, ben, je vais d'abord vous présenter brièvement Anna Alvarez. Elle est suisse romande, mais elle est aussi d'origine espagnole. Et nous nous sommes rencontrés il y a un mois, justement, en Colombie, puisqu'elle était bénévole là-bas et qu'elle vient d'entrer. Alors, je vous propose de la retrouver, elle, dans son travail avec les jeunes filles du foyer de Providencia et de voir ensuite quelles étaient ses dernières impressions avant de revenir en Suisse. Alors là, ce sont bien sûr l'aide aux devoirs avec Marina, qui est une jeune fille qui aurait dû être adoptée en Italie et finalement les parents adoptifs n'ont pas pu l'adopter, donc c'était un faux espoir et maintenant elle s'accroche aux études. ¿Examen o también tiene que colocarse delante del tablero? No, hacer una exposición. C'est en étant sur le terrain qu'on apprend le plus de toute façon. Il faut se lancer. Moi, je crois qu'il faut se lancer et vivre vraiment, se jeter dedans. Demain, vous repartez pour la Suisse, nouvelle étape ou grand retour? Ah, c'est un retour, c'est une nouvelle étape. C'est un retour qui n'est pas vraiment désiré, je dois dire, parce que la Colombie et mon expérience ici m'ont beaucoup plu. Mais comme j'avais quelque part organisé mon retour pour faire une école, je ne veux pas non plus abandonner ça. Donc je vais en fait étudier, éducatrice. J'ai fait un peu les choses à l'envers. Et je vais faire une école en Suisse, mais je sais que je reviendrai en Colombie. C'est certain. Je ne sais pas si vous avez remarqué, Alex, mais entre Serge et Nicole qui ne rêvent que de repartir, eux qui ne veulent pas rentrer, et elle qui dit « Oh là là, mais que faisons-nous ici ?» Non, la formule que je dis toujours et que j'avais dit à Alex avant de partir, c'était « On y va un jour, on y retourne toujours ». Je crois qu'il est aussi d'accord. Mais vous, qu'est-ce qui fait, je leur ai posé la question tout à l'heure, qu'est-ce qui fait qu'à un moment vous avez voulu vous engager là, en Colombie, pour ces enfants-là? Au départ, j'étais dans l'administration. Et puis, ici en Suisse? Ici en Suisse, pendant 11 ans. Et puis j'ai voulu totalement déconnecter.
Et puis cette envie de me lancer dans le social. Et puis un beau jour, j'ai appris que la Fondation Moi pour toi existait. J'ai un coup de fil avec Christian, une entrevue avec Marlise et Pierre, et puis ça a marché. Et je suis arrivée en Colombie. Et c'est vrai, c'est ce que tout le monde dit, c'est un pays qui nous absorbe en fait. Et puis qui nous absorbe les gens, mais aussi c'est cette belle expérience, une magnifique expérience avec les enfants. Moi j'ai encore eu la chance de travailler à la finca et à Providencia. Et puis c'est un échange avec les enfants qu'il faut le vivre, je crois. Mais comme vous l'expliquiez il y a un instant, ce sont des échanges, ce sont des efforts qu'il faut renouveler chaque jour parce qu'on a à un moment la confiance, on ne l'a plus. Oui. Il faut faire une éducation qui probablement pour les plus grands n'a jamais été faite. Hein, ils ont vécu dans la rue. Oui, tout à fait. C'est très différent entre l'enfant en bas âge et puis l'adolescent, de toute façon. L'enfant en bas âge, moi, c'est ce que je disais toujours. En arrivant à la finca, on est plein d'énergie, on ressort avec plus d'énergie. On est peut-être fatigué physiquement. Avec l'adolescente, elle nous aspire l'énergie, hein. C'est plutôt plus mental. Mais il y a d'autres... Elles ont aussi ces besoins qu'un petit enfant a le soir, par exemple. Elles ont envie qu'on leur lise un livre. Donc, c'est aussi cette énergie que nous, on récupère. Donc, de quelque part, on récupère toujours cette énergie. Vous allez passer combien de temps à votre école, là, en Suisse? 4 petites années. 4 petites années. J'en suis pas sûr. Il y a des soirs où vous allez sûrement avoir la tête quand même du côté de la Colombie, non? Oui, de toute façon, elle y est toujours. Hein. Je n'ai pas vraiment encore atterri, mais petit à petit, je sais que je vais arriver à faire le pas. Comment vous choisissez les volontaires? Parce que vous devez sûrement être très sollicité. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, vous dites, c'est Anna? Au feeling. Toute ma vie a été comme ça. Il y a quelque chose qui se passe, et puis on choisit. Et l'exemple d'Anna est très typique, quoi. J'avais 2 demandes en même temps. C'était une Colombienne, une autre personne colombienne avec 143 diplômes, je crois. Anna avec... voilà. Et elles sont arrivées le même jour, en même temps, à un endroit où on avait rendez-vous. Quand elles ont passé la porte, j'avais fait le choix. Non pour ses qualités comme elle est là, mais parce que j'avais fait le choix, je crois que j'ai bien choisi, je crois que Marlise, elle peut... Je pense qu'elle et son mari, parce que je vais quand même raconter ça. Allez, on se raconte tout. Ouais. Elle s'est mariée il y a un mois en Colombie. Elle nous a piqué le chauffeur de la Fondation. Elle s'est mariée il y a un mois en Colombie. Elle vient ici, son mari va le rejoindre, ils vont faire une école, ils vont retourner travailler en Colombie et ils vont travailler pour moi, pour toi. Donc elle le sait peut-être depuis aujourd'hui. J'espère en tout cas. C'est vraiment des belles histoires. On va continuer dans les belles histoires hein, d'ailleurs. Parce que tout est une belle histoire. C'est étonnant. Ouais. Et puis il y a cette espèce de succession, c'est-à-dire qu'il y a une permanence, puis il y a des gens qui se succèdent, qui restent un an, qui repartent, et en particulier les bénévoles, ce que vous avez failli être, mais vous êtes accrochés. Et puis vous allez voir la rencontre, le passage du témoin entre Anna d'une part, et puis celle qui lui succède à la Fondation, en particulier à Providencia. Regardez là. Elle se prénomme Marnie. Et alors, elle vous semble peut-être en rien exotique, mais son exotisme n'est pas colombien. Il est quelque part du côté de la Corée, mais elle est valaisanne. Alors voilà les retrouvailles, les discussions comme il y en a souvent. Revoici Anna. Et puis celle qui lui succède actuellement, qui doit être en ce moment à Providencia, Marnie, 26 ans. Alors, j'ai connu la Fondation évidemment parce que j'ai habité Martigny, mes parents habitent Martigny, et puis tout le monde connaît la Fondation à Martigny. Et puis mon papa aussi est venu ici, et puis j'ai eu l'opportunité d'avoir une année de libre, comme ça, pourquoi pas faire quelque chose, partir, connaître autre chose, vivre une expérience. Et puis en même temps, j'avais déjà connu l'Amérique latine à travers l'Argentine, et puis j'avais envie de redécouvrir l'Amérique latine, mais à travers peut-être un autre pays. Et puis il y a aussi évidemment l'envie de vivre une expérience forte, je crois, pas seulement en touriste dans un pays, mais évidemment pour vivre, je crois, une année de relation, c'est ça. Soit donner, recevoir, s'ouvrir et puis connaître autre chose. Vous venez en tant que bénévole, ça veut dire quoi? Alors bénévole, ici, donc on est plus ou moins nourri, logé, ça c'est sûr. On a un équivalent de 200 francs suisses par mois comme argent de poche. Et puis, bon, de toute façon, le temps de travail, on le passe ici avec les filles, avec les enfants, et puis on mange avec eux. Sinon, chacun sa liberté. Et l'engagement porte sur une durée particulière?
Alors, normalement, 1 année. Moi, je suis là pour un tout petit peu moins qu'1 année, mais oui, je pense que ça vaut la peine. C'est un minimum, je pense, pour bien pouvoir s'insérer. Vous êtes là depuis quelques semaines. Première découverte, qu'est-ce qui vous a surpris en bien et en mal? Alors, bon, il y a les surprises de la part des autres et puis de la part de soi-même, parce qu'on ne sait jamais comment on réagit à des nouvelles... à des nouveautés comme ça. Moi, j'ai un peu maintenant encore de la peine avec l'espagnol. Il faut que je m'y remette et puis à comprendre les filles quand elles me parlent vite, quand elles sont énervées. Mais je crois qu'il faut de la patience et puis ça, on apprend beaucoup ici. La patience, que ce soit avec, dans la manière de travailler avec les filles et puis... Bon, il y a aussi le contact avec ces filles, justement. Pour moi, c'est assez nouveau. C'est... il me semble un apprentissage et puis je crois que j'aurais jamais fini parce que vraiment il y a une manière avec chacune d'être et puis en tout cas moi j'en suis encore vraiment à essayer de chercher le chemin avec chacune pour arriver à avoir une relation vraiment. Alors il faut qu'on dévoile un peu le mystère parce que bon vous n'avez pas donné le nom de famille de cette jeune fille. Rien dit. Rien dit. Expliquez-nous qui elle est. Oh, c'est tout simplement ma fille et j'en suis très fier. Mais il faudra que la prochaine fois que je téléphone, que je lui pose la question au sujet de la nourriture. Oui, parce qu'on est plus ou moins nourris. Donc c'est un enfant que vous avez adopté. Oui. Nous avons eu un enfant naturel avec mon épouse et puis quelques problèmes après l'accouchement, qui auraient peut-être après moult opérations été réglés, mais on a préféré pas tenter le diable et finalement c'est mon épouse qui a eu la première idée d'adopter un enfant. Et nous n'avons pas passé par... car, je pense qu'on en parlera, la Fondation Moi pour Toi n'est pas faite pour faciliter l'adoption de... Je crois qu'il faut vraiment le rappeler aux téléspectateurs, hein, parce qu'on a eu beaucoup d'appels de gens qui disaient « Ah, vous parlez de la Colombie, ce qui se conçoit, j'espère pouvoir adopter un enfant, vous pourriez nous aider. » Je crois que ce n'est pas du tout leur rôle. On revient à vous, mais précisez ça. Non, je précise, ce n'est pas du tout notre rôle. À part ça, on est là pour donner des conseils au cas où. Bien sûr. Mais le rôle de la Fondation, ce n'est pas d'être... c'est d'aider sur place, on l'a compris. Hein. Alors, retournons à votre enfant. Donc, vous adoptez un enfant qui vient de Corée. Oui, par le biais de Terre des Hommes, donc Edmond Kayser à l'époque. Et puis voilà, on nous dit toujours, à l'époque en tout cas, on nous disait, c'est fantastique d'adopter un enfant et patati patata. Moi je répondais toujours, je vois pas ce qu'il y a de fantastique, je trouve que c'est même de l'égoïsme, parce qu'on en souhaitait 2, on a pu en avoir 1, le deuxième on le prend comme ça et c'est tout. Mais alors on aurait pu se dire, tiens, elle vient de Corée, elle a peut-être envie de retourner en Corée, d'avoir un lien avec sa culture, et on la voit naturellement aller plutôt se mettre au service des enfants de Colombie. Je crois qu'elle a eu un flash avec l'Amérique du Sud. Vous expliquez comment, je ne sais pas. À 18 ans, elle vient à la maison et puis elle dit papa, maman, je voudrais partir en Argentine. Ah bon, c'est bien ça, ciao. C'est pas comme ça que ça se passe. D'abord, 18 ans, on trouvait que c'était un petit peu jeune. Et puis, elle nous a expliqué finalement par le biais d'un missionnaire de FUI qui est en mission à Santa Fe, qui a une mission à Santa Fe. Et parce que ma fille... est un peu versée du côté de la théologie au niveau des études. Alors, elle avait des points de chute avec les petites sœurs de Jésus qui avaient des missions comme ça. Et pendant 9 mois, elle a traversé l'Argentine. Et bon, elle est revenue parce qu'il fallait revenir, mais autrement, je pense que... Enfin bref, et puis maintenant l'opportunité s'est présentée de partir du côté de la Fondation Moi pour Toi à Pereira. Parce que le papa a flashé pour la Colombie aussi. Ouais, oui, faut le dire, tout simplement. Je crois que c'est des histoires d'amour, hein, c'est vraiment... Vous trouvez Heureusement qu'il y a encore de l'amour, parce que autrement... Et puis elle est là-bas, parce que je pose la question à Christian, il me dit « j'ai justement un couple de Valaisans qui rentre. Pourquoi pas aussi. Bonjour Monsieur Michelot, bonjour Marny, et c'est parti. C'est étonnant. Moi, j'aimerais qu'on y retourne quand même parce que vous l'avez expliqué tout à l'heure. Hein, vous dites on a une certaine attitude par rapport aux enfants que l'on accueille, c'est-à-dire on respecte leur façon d'être et puis on essaye de leur montrer qu'on peut être un peu autrement, à condition qu'ils le choisissent. Et puis à 18 ans, il faut partir. 18 ans, c'est l'âge limite, il faut repartir. Vous n'êtes pas un lieu d'accueil pour trop de temps. Il y a un bel exemple là que vous pourriez nous présenter, Alex. Oui, c'est l'exemple de Cruz Helena qui a été longtemps au foyer où on voyait successivement vous, Anna et Marny. Et puis elle n'y est plus maintenant, elle est retournée dans un quartier. Les images que vous allez voir sont un petit peu arrachées, comme on le dit chez nous, parce qu'on ne pouvait même pas allumer un flash de peur d'être vu de la rue et dévalisé en sortant. C'est vraiment un quartier dangereux. Et c'est là où elle est repartie. Vous allez la découvrir, Cruz Helena. Quel âge a-t-elle? 18-19 ans maintenant. Et elle est à son tour maman. Que se passera-t-il pour son enfant? Ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'il y a de l'amour. Et
Cet amour, on l'a bien vu le jour où tous ensemble, on est allés lui rendre visite. Voilà. Alors on était tous ensemble là. Je ne sais pas quel est aujourd'hui, vous, le souvenir que vous en avez, Marlise, par exemple. Moi, c'est un souvenir de tendresse, pas vraiment de pauvreté, même si le lieu est dur. Quel est l'avenir de Cruz Helena? Quel est l'avenir de son enfant qui s'appelle... comment s'appelle? Diana. Astrid Diana. Je pense que l'avenir de Astrid Diana est pas peint de rose, mais elle a un futur prometteur. Parce que Cruz Helena a vécu son expérience à la Fondation Moi pour Toi, parce qu'elle s'est transformée en leader dans son quartier. Donc elle sert de conseillère, elle donne des cours de catéchisme, elle est bien appuyée et elle a su servir de multiplicatrice de son expérience auprès des gens. Et c'est très On peut important. rappeler aux téléspectateurs de TV5 qui nous regardent qu'ils peuvent nous écrire, qu'ils peuvent réagir par rapport à tout ce qui est dit et qu'on salue en particulier ceux qui peuvent nous suivre actuellement en Colombie. Je peux préciser une chose par rapport à TV5, c'est la semaine prochaine. Non, vous inquiétez pas, quand ils vont nous recevoir, ils seront en direct. Donc là, vous avez vu ces journalistes quand même. C'est incroyable. Rappelez-moi le nom de votre journal. Bon, moi j'avais une question à vous poser quand même, parce que là, ce qu'on voit, vous expliquer que vous enseignez, vous essayez d'éduquer. Bon, il se trouve qu'elle va sortir de chez vous et finalement se retrouver de nouveau mère seule, avec un enfant et probablement quand même confrontée à des réalités économiques extrêmement difficiles. C'est pas toujours la même histoire qui recommence? Non, la Fondation Moi pour Toi n'arrête pas son appui à 18 ans, ça n'a aucun sens. Donc lorsque l'enfant est prêt à sortir, il se retire de l'institution et il continue d'avoir un suivi. Donc avec Cruz Helena, il y a la possibilité de continuer ses études. On a fait un énorme travail durant 2 ans avec sa famille, qui était une famille... où elle a reçu énormément de mauvais traitements. Son père est un assassin, il a fui la ville. Et elle a renoué un contact avec une de ses tantes. Et je crois que l'histoire de la famille de Cruz Helena est merveilleuse. La mère est décédée il y a déjà de nombreuses années d'un cancer. Et la plus grande des sœurs de Cruz Helena a assumé la responsabilité de ses 3 petites sœurs, en travaillant la journée, en étudiant le soir et en leur cherchant des opportunités de vie. Donc, très belle histoire de dignité, au fond. Retrouver sa dignité, c'est la chose la plus importante. Allez, on vous remercie. On va tous vous retrouver demain parce que c'est des parcours extraordinaires. Serge et Nicole, on vous salue. Prenez juste votre micro pour nous dire si... Oui, il y a un micro là, juste à côté de vous. Une perte d'expérience, hein, 1 semaine de formation. Et, regardez, vous avez des prochains rendez-vous? Les gens peuvent aller vous voir, vous entendre? Ben, on a tout un circuit de conférences, oui, mais ça s'organise de petits villages, petites villes comme ça. J'ai pas le listing de dates en tête, mais entre Noël, Nouvel An et dans les écoles. Et... En tout cas, je sais qu'on peut nous suivre, en tout cas en trouvant le livre, dans toutes les librairies, magasins et autres. Et puis, tout le monde nous téléphone, quoi. Puis, petit engagement, vous viendrez nous dire quels sont vos projets dès que vous avez chaussé les baskets pour repartir. Hein. C'est promis, c'est pour bientôt, on viendra vous en entretenir. D'accord. Et puis j'aimerais quand même saluer au dernier moment Marlise et Pierre-Alain, parce que j'oublierai jamais le souvenir lumineux d'avoir couru avec les gamins à la finca et autres. Et je vous remercie ici parce que je ne vous avais pas vu depuis la Colombie. C'est de même pour vous. Écoutez, en toute simplicité, hein, si vous voulez vous donner rendez-vous, zigzag café, c'est tout ça. En tout cas, merci d'y avoir participé, merci d'être avec nous. Et puis je vous propose que l'on vous écoute et que l'on supprime la musique de ce générique, que l'on aime bien par ailleurs, mais ce serait mieux de finir en musique. C'est à vous. Merci beaucoup. C'est une chanson maintenant, à rythme de bambuco. C'est une chanson qui décrit l'homme de la région du café en Colombie. Et en même temps, il fait un parallèle entre l'ancien passé et aujourd'hui, quand il parle de l'injustice sociale.
artista y labriego, manchego de la montaña. Tengo perro labrantío, machete, carriel y ruana. Tiple que acuña bambucos en su par de pentagramas y un retacito de cielo colono de mi cabaña. Nieto de artista y labriego, manchego de la montaña. Tengo perro labrantío, machete, carriel y ruana. Tiple que acuña bambucos en su par de pentagramas y un retacito de cielo colono de mi cabaña. Aliento de compañera, aroma de mejorana, tanto cansancio de agujas reventando ropa blanca y un diccionario de espigas con millones de palabras está gritando en mis venas el orgullo de mi casta. Raza de mis montañeros, arriados en ropa blanca, ya no somos lo que fueron, ni serán los de mañana, porque ya la tierra buena se cambió por tierra mala y se pierden mis caminos cual niños en la montaña. Raza de mis montañeros, atados en ropa blanca, ya no somos lo que fueron, ni serán los de mañana, porque ya la tierra buena se cambió por tierra mala y se pierden mis caminos cual niños en la montaña. Aliento de compañera, aroma de mejorana, santo cansancio de agujas remendando ropa blanca y un diccionario de espigas con millones de palabras está gritando en mis penas el orgullo de mi casta. Muchas gracias.